On va parler ce soir d'un homme que vous voyez quasiment tous les jours à la télévision, Volodymyr Zelensky, héros de guerre ou président usé, fatigué. Le président ukrainien est en tout cas plus que jamais sous la pression des États-Unis et de Donald Trump. On en parle avec nos invités en direct de Bruxelles. Zenon Koval, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes diplomate belge, ancien conseiller spécial de l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles. Avec nous en plateau Gallagher Fenwick, bonsoir et bienvenue également. Vous êtes journaliste, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, édition du Rocher, un livre publié juste après l'invasion russe de février 2022. Ça fera bientôt 4 ans. Messieurs, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette image. Nous sommes en mai 2019. Le comédien devient président. Voici ce qu'il disait lors de son investiture. Dans ma vie, j'ai essayé de faire tout mon possible pour faire sourire les Ukrainiens. Je l'ai senti avec mon cœur. Ce n'était pas seulement mon travail, mais aussi ma mission. Dans les 5 prochaines années, je ferai tout mon possible pour que les Ukrainiens ne pleurent pas. Voilà, une phrase quelque peu prémonitoire, Gallagher Fenwick. Cet homme a bien changé, on le voit d'ailleurs physiquement. Il y a le poids des années, des années d'un président et d'un chef de guerre. Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, est-il un président usé? Oui, mais les deux propositions que vous faites, être un héros de guerre et être un président usé, ne sont pas mutuellement exclusives. Il reste, aux yeux d'une bonne partie de son peuple, un héros de guerre et d'une bonne partie du monde, mais il est usé. C'est très intéressant que vous ayez choisi cette adresse, cette allocution qu'il prononce en 2019, juste après avoir été élu président, parce qu'il y a fait référence tout récemment, le jour de la liberté et de la dignité, quand il vient de découvrir, un peu comme nous, ce plan américain en 28 points. Il s'adresse face caméra à sa nation et il fait justement référence à ce serment d'allégeance à la nation, et il redemande à son peuple, dans ce moment si délicat et dangereux pour le sort de l'Ukraine, qu'il lui fasse confiance en promettant de rester fidèle à une chose, une seule. C'est justement à ce serment qu'il a fait de servir le peuple et le pays. Zenon Koval en direct de Bruxelles. Volodymyr Zelensky est-il toujours populaire auprès des Ukrainiens aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il reste populaire, malgré tout ce qu'on fait autour de lui. Il est évident que la dernière affaire avec le problème de la corruption au niveau de l'énergie en Ukraine, d'un montant de 100 millions de dollars, n'a pas fait beaucoup de bien, parce que je crois que la population ukrainienne, pour le dire un peu platement, en a ras-le-bol de toutes les histoires de corruption, et surtout de corruption en temps de guerre, et dans le domaine de l'énergie en plus, où on sait que la Russie n'épargne pas tout ce qui est énergétique en Ukraine pour que les Ukrainiens aient un hiver très très froid. Quand vous dites la corruption, c'est insupportable, mais encore plus en temps de guerre, ça veut dire quoi? On commence à entendre en Ukraine une partie de la population, des citoyens, des citoyennes, dire on envoie nos jeunes, et d'ailleurs pas que nos jeunes, mourir au front pendant que d'autres s'en mettent plein les poches? Il peut y avoir ce type de réaction, mais ce n'est pas une réaction globale. Je dirais que le système de la corruption en Ukraine est un système qui est, qui existe dans de nombreux pays, bien évidemment. Chaque pays a son système de corruption. Le problème en Ukraine, c'est que la corruption n'est pas uniquement dans le domaine du privé, mais elle se retrouve également dans le domaine de l'État. Et ce qui est plutôt réconfortant en Ukraine, c'est qu'on parle de ce problème de corruption et que les affaires, maintenant, touchent des personnalités qui ne sont pas simplement des têtes de Turcs, mais même dans les milieux les plus élevés du pouvoir. Et donc, ça veut dire que le système mis en place en Ukraine commence à porter ses fruits. Si on ne parlait pas de la corruption, ce serait beaucoup plus grave. On en parle, ça veut dire qu'on la combat, et ça veut dire qu'on se donne les moyens de la combattre. Et la démission, par exemple, du directeur du bureau du président, de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, est très, très... Oui, Andriy Yermak, c'est quelque chose de très très important par rapport à la population et par rapport, je vais dire, à la pratique d'un état de droit.
Une personne qui, dans nos pays, en Belgique ou en France, serait soupçonnée de ce type de délit, eh bien, cette personne démissionne pour pouvoir se défendre en justice. Eh bien, pour une fois en Ukraine, on n'a pas hésité. Très rapidement, Andrei Yermak, dont on connaît le poids dans la scène politique ukrainienne et au niveau international, a présenté sa démission. Et c'est donc pour vous un changement. C'est une chose qu'il faut souligner. C'est un changement majeur, selon vous. Gallagher Fenwick, là où Volodymyr Zelensky se retrouve aussi en porte-à-faux, c'est aussi, on parle de lui et on parlait de la manière dont les Ukrainiens le perçoivent, mais de l'autre côté, il y a la manière dont notamment les Occidentaux, les Européens et les Américains se perçoivent. Ils voient un homme qui va de ville en ville, de chancellerie en chancellerie, demander de l'argent pour financer l'effort de guerre. Et les citoyens de ces pays-là entendent parler de corruption. Est-ce que c'est cela aussi sur la scène internationale qui a écorné son image ? Bien sûr qu'il le fragilise, il en est parfaitement conscient. Et c'est pour ça qu'il a prononcé, j'en parlais, ce discours avec ces mots très choisis. Maintenant, je pense qu'il y a, du côté des Ukrainiens en tous les cas, une distinction qui est faite. Et peut-être mérite-t-elle d'être faite également de notre côté, entre l'homme et l'institution. C'est-à-dire que c'est Volodymyr Zelensky, effectivement, qui est très directement touché par ce scandale qui est absolument tentaculaire, 100 millions de dollars, déjà 2 ministres qui ont démissionné, celui de l'énergie et de la justice, et son numéro 2 avec lequel il entretenait, il faut le rappeler, une proximité non seulement politique, mais physique, puisque quand les Russes débarquent dans l'hypercentre de la capitale ukrainienne, des lits de camp sont installés dans le bâtiment de l'administration présidentielle, et Yermak se retrouve à dormir à quelques mètres. Alors justement, regardez, juste le lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a cette image notamment, certaines et certains qui nous regardent vont sans doute s'en souvenir. Regardez. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Bonsoir tout le monde. Le chef de faction est ici. Le chef du bureau du président est ici. Le Premier ministre Shmyhal est ici. Podolyak est ici. Le président est là. Nous sommes tous ici. Nos militaires sont ici. Les citoyens de la société sont ici. Nous sommes tous ici. Défendons notre indépendance, notre pays, et cela le restera. Gloire à ceux qui nous défendent. Gloire à celles qui nous défendent. Le chef du bureau du président est là, en l'occurrence Andrei Yermak, vous le disiez, c'est quasiment fusionnel. Donc il y a une question qui vient tout naturellement. Que savait et que sait Volodymyr Zelensky ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui jette le doute sur cette corruption ? Évidemment que oui, et il ne faut pas le cacher, mésinformer ou mentir à ce sujet. Il y a une proximité qui est telle que soit le président sait et ne fait rien ou ne dit rien, ou fait et dit trop tard, soit il est ignorant de ce qui se passe dans son entourage le plus proche. Dans les deux cas, il ne peut que sortir perdant de la lumière qui sera éventuellement faite sur cette affaire. Mais encore une fois, il y a la personne et il y a l'institution. Cette vidéo que vous venez de diffuser, elle dit deux choses. Les hommes, prénom et nom de famille, sont là, mais de manière plus importante, l'État ukrainien et ses différents éléments, ses différents organes sont présents. Et il faut rappeler que l'effort russe est aussi à une dimension étacidaire, c'est-à-dire que c'était un effort visant à décapiter l'État ukrainien, à anéantir la démocratie ukrainienne. Son armée, son appareil administratif. Tout ce qui fait, tous les attributs d'un État, la culture, la population, le gouvernement, prendre le contrôle du territoire également, effectivement. Et donc cette vidéo qui est filmée en extérieur pour montrer que voilà, les lieux sont identifiables et donc géolocalisables, eh bien les hommes sont là, mais de manière plus importante, les institutions qu'ils sont chargés de représenter sont également là. J'en termine par là. Sur la photo, il me semble qu'il y en a deux désormais qui ne sont plus là, ou en tous les cas qui ont été remplacés. On en revient à votre question initiale, qui était l'héroïsme de guerre, mais qui est combiné aujourd'hui avec une véritable usure qui a un impact très réel sur ce pouvoir. Zenon Koval, en fait, il y a peut-être deux Volodymyr Zelensky, celui qui était en exercice pendant plusieurs années sous l'administration Biden et celui qui doit composer avec l'administration Trump. Qu'est-ce que ça a changé chez ce dirigeant à la tête d'un pays en guerre, l'arrivée de Donald Trump? Vous savez, je crois que l'expérience est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et le président Zelensky n'a pas eu beaucoup de temps pour s'aguerrir.
s'aguerrir étant le bon terme. Donc, il a dû faire face à toute une série de problèmes auxquels il n'était pas habitué. Et il avait besoin de gens solides à ses côtés. La perte d'un Yermak, évidemment, c'est quelque chose de grave, puisque c'était pour lui un homme de confiance, un ami. Mais je ne pense pas que l'Ukraine manque de bons négociateurs. Si on regarde, par exemple, les gens qui sont partis négocier aux États-Unis à Mar-a-Lago, donc nous avons M. Umerov, le ministre de la Défense, qui est aussi au Conseil national de sécurité, l'ancien ministre de la Défense. Nous avons le directeur du SBU, donc du service de sécurité de sûreté ukrainien. Alors là, Zenon Koval, on voit la fibre diplomatique. On voit la fibre diplomatique et vous faites bien de nous rappeler que voilà, l'équipe des négociateurs ukrainiens n'est pas pour autant décimée. Mais je voudrais qu'on reste sur Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous diriez qu'il a, vous disiez, on apprend avec l'expérience, est-ce que vous diriez qu'il a commis des erreurs, Volodymyr Zelensky? C'est vrai que Donald Trump a beaucoup été critiqué à la Maison-Blanche, mais on avait un Volodymyr Zelensky très sûr de lui sous l'administration Biden. Est-ce que, à l'arrivée de Donald Trump, il n'a pas peut-être manqué le coche? On sait comment fonctionne le président américain. Vous savez, personne n'est à l'abri d'erreurs, qu'elles soient de type psychologique ou de type qui font penser que la personne est au-dessus de tout, qu'elle maîtrise tout. Une des premières erreurs lors de cette réunion avec Trump, par exemple, est d'y aller seul, de ne pas y aller avec un interprète. Donc il doit manier une langue qu'il ne manie pas bien, alors que l'autre est tout à fait à l'aise et peut lui renvoyer la balle comme il veut. Donc voilà, c'est une erreur concrète que je signale là, il y en a eu d'autres. Même à l'époque de Biden... On voit ces images pendant que vous parlez, ce qui est saisissant, pardonnez-moi de vous couper, pendant que vous commentez ces images, ce qui est saisissant, c'est que même sans le son, la gestuelle des deux hommes parle, hein, et on voit que Volodymyr Zelensky tient tête. Beaucoup avaient dit, il y avait d'ailleurs deux versions. Il y a celles et ceux qui disaient qu'il avait été humilié, et d'autres qui disaient qu'il avait tenu tête au président de la première puissance mondiale. Et il y a les deux. On peut tenir tête et être humilié. Et je crois que c'était le cas dans cette réunion, ce qui a d'ailleurs suscité une réaction énorme du côté européen et très rapide pour le soutenir et avoir une réunion de suivi avec les Américains. Mais même à l'époque de Biden, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait suggéré au président Zelensky de ne pas prendre toujours Yermak dans ses bagages. Donc Yermak n'était pas en odeur de sainteté chez les Américains. Et je me souviens d'un moment précis où il devait y avoir une rencontre en tête-à-tête entre Biden et... où il devait y avoir une rencontre entre les deux présidents, donc Biden et Zelensky, et Biden a demandé formellement au président Zelensky de ne pas emmener Yermak avec lui lors de cette réunion. Donc il avait des choses à transmettre au président Zelensky qui ne devaient peut-être pas, ou peut-être concerner Yermak. Ouais, sur ce point-là. Monsieur Koval a parfaitement raison. Les Américains apprécient très peu Yermak, qui d'ailleurs parle encore moins bien anglais que Volodymyr Zelensky. Il y a un problème de comportement, de ton aussi, ça a été dit et voilà, exprimé à de multiples reprises. Ce qui gêne le plus les Américains, c'est son côté, c'est la corruption ou c'est le fait qu'il tenait tête à ce plan américain ? Je pense qu'il y a une question de personnalité. La corruption, vous savez, ça dépend de quelle administration vous parlez. Si vous parlez de l'administration Trump, je trouverais ça assez ironique et drôle que les personnages qui entourent Donald Trump soient gênés ou choqués par de la corruption, étant donné leur manière de mélanger constamment et de manière totalement assumée la diplomatie et les affaires très personnelles. Je voudrais simplement dire que la première erreur de Volodymyr Zelensky, et ça a été la manière dont vous avez introduit cette partie de la conversation, était justement d'être sûr de lui-même quand il était face à Joe Biden. Ça, c'est le péché originel, c'est d'avoir pensé que que c'était gagné, était dû et était acquis. Ensuite, autre chose, c'est que vous avez rappelé que Volodymyr Zelensky vient d'un monde du spectacle, il est acteur à la base, donc il sait, parce qu'il a été formé à cela professionnellement, se réinventer constamment et s'adapter à différentes situations. Je crois qu'il l'a montré au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, cette réinvention. Après, il est hanté par la promesse qu'il a faite, et c'est comme cela que vous avez ouvert cette partie de l'émission, Ahmed. Il a promis, rappelez-vous-en, de ces mots qu'il prononce aux Ukrainiens, après les avoir fait rire pendant des années, de ne pas les faire pleurer. Et se pointe cette
il a échoué. Les Ukrainiens pleurent tous les jours en ce moment. Il leur a promis la paix et il leur a promis la fin de la corruption. C'est les deux piliers de la campagne qu'il n'a d'ailleurs pas vraiment faite parce qu'il a fait campagne de manière tellement inédite et absolument fascinante en utilisant la fiction et une série pour se faire élire et arriver au pouvoir, ce qu'il a réussi, j'allais dire, dramatiquement et triomphalement. Mais encore une fois, en promettant, regardez la joie qui accompagnait, en fait, on le voit sur ces images, son arrivée au pouvoir, l'espoir que ça a suscité, celui d'une paix. Et il disait, j'en termine par là, vous savez, moi, je ne vais pas perdre la vie de nos gars pour des bouts de terre. Il parlait à l'origine du Donbass. Et puis Boutcha et d'autres massacres infligés par la Russie à l'Ukraine sont passés par là. Tout a été chamboulé, mais force est de constater que le problème de corruption persiste et que les larmes coulent à flot. Alors messieurs, il nous reste une grosse minute. En 2 mots, le grand risque pour Volodymyr Zelensky, c'est de passer du statut de héros de guerre à celui d'homme de la capitulation. Zenon Koval ? Je ne crois pas. Je crois que Zelensky va défendre vraiment la souveraineté de l'Ukraine, l'intégrité territoriale et les principes du droit international. Maintenant, s'il y a des concessions à faire, il devra les faire, mais sans jamais reconnaître de jure les choses auxquelles il aura été contraint. Et ce qui est très important, c'est que ces négociations se passent non seulement hors de sa présence et hors de la présence des Européens. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien sur l'Europe sans les Européens. Je crois que ce sont 2 des principes fondamentaux qu'il faudra toujours respecter. 2 principes fondamentaux. Le risque d'être l'homme de la capitulation, si ce plan qui ampute l'Ukraine de la Crimée définitivement, du Donbass notamment, et pas que, c'est le grand risque pour lui. Volodymyr Zelensky ne capitulera pas tout simplement parce que la société civile ukrainienne l'en empêchera. Le mot de la fin, il appartient à l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui avec beaucoup de réalisme a dit la chose suivante: nous allons au-devant, parle au nom des Ukrainiens, de défaites tactiques, ça veut dire que des concessions sont faites, mais ça donnera au final une grande victoire stratégique, c'est que l'Ukraine continuera d'exister alors que Vladimir Poutine veut la rayer de la carte. Merci beaucoup Gallagher Fenwick et merci beaucoup Zenon Koval d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux pour votre éclairage très pertinent ce soir sur TV5 Monde.